Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour cette table ronde design et seconde main. Le sujet qu'on organise ce soir est mis en place dans le cadre d'un programme d'accompagnement et de formation qui s'appelle l'incubateur, donc qui est destiné à l'ensemble des professionnels du secteur de l'ameublement, donc éditeurs, fabricants, artisans et designers. Je pense que beaucoup d'incubés sont là ce soir aussi parmi l'audience. Vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le petit onglet questions que vous avez à droite de votre écran sur le petit tableau de bord. Donc n'hésitez pas à poser vos questions même au fil de l'eau. Nous, on aura vraiment un petit temps d'échange avec l'ensemble des intervenants ce soir pour justement pouvoir leur transmettre vos questions et ils pourront y répondre, j'espère. Merci beaucoup à Marie Godefrin qui est journaliste et qui nous fait le plaisir d'animer et de modérer ces échanges ce soir. Et merci à l'ensemble de nos intervenants qui vont être présentés juste à la suite par Marie. Donc merci Tristan, Arthur, Iris et May. Je vous retrouve du coup à la fin de notre échange pour les questions et je laisse tout de suite la parole à Marie pour ne pas perdre trop de temps et je partage mon écran Marie à la suite. À tout de suite. Bonsoir à tous. Donc bienvenue dans cette table ronde en fait consacrée au design et à la seconde main. Comment la seconde main aujourd'hui peut être une nouvelle opportunité pour l'univers du mobilier, de la décoration, de l'objet et du design. Donc surtout dans un contexte en fait de crise environnementale et de prise de conscience de la raréfaction des ressources, des leviers sont aujourd'hui disponibles pour répondre à cette urgence. Parmi ces réponses, le prolongement de la vie des objets et plus particulièrement, plus exactement, une seconde vie qui aujourd'hui peut leur être offerte. Par exemple, IKEA a annoncé récemment une opération de reprise du mobilier et l'ouverture prochaine d'un magasin dédié à la seconde vie des meubles. Donc, il y a vraiment un phénomène en fait de masse autour de la seconde vie donc du meuble. Aujourd'hui, nous recevons 4 acteurs de la vente de mobilier d'occasion pour en parler. Donc, d'abord May Berthelot, donc en charge de la réputation de la fraude et de la lutte anti-contrefaçon pour Le Bon Coin. Bonsoir May. Bonsoir. Tristan L'Honneur, donc directeur général adjoint du distributeur de mobilier RBC. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Iris de Corlieu, responsable de projet chez Label Emmaüs, la boutique en ligne d'Emmaüs. Bonsoir Iris. Bonsoir. Et Arthur Barré, responsable du service pro chez Celency. Bonsoir. Donc bonsoir et bienvenue à tous. Alors, je vais commencer tout de suite. Plutôt, on va revenir dans le passé avec ma première question. Donc, c'est pour vous, Iris. Emmaüs, c'est vraiment un précurseur du marché de la seconde main. C'est un peu vous qui avez, je dirais, initié les gens à l'achat de mobilier d'occasion bien avant la mode du vintage. Donc, je me demandais en fait comment votre clientèle avait évolué ces dernières années et pourquoi vous vous êtes tourné vers la vente en ligne. Est-ce que c'était pour toucher une nouvelle clientèle? Voilà, comment les choses ont évolué ces dernières années? Alors, effectivement, chez Emmaüs, la seconde main, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN depuis plus de 70 ans maintenant que le mouvement existe. On a vu une évolution dans la clientèle. C'est vrai qu'il y a pu avoir une époque où on considérait que la seconde main, c'était pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter du neuf et que aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. La seconde main, ça permet à des personnes qui n'ont pas moyen de s'acheter du neuf de s'acheter quand même des beaux produits et ça permet aussi aux chineurs de trouver des produits vintage qui leur plaisent. Et du coup, c'est vrai que avec la mode, on va dire, de la seconde main ces dernières années, il y a eu quand même une ouverture de la clientèle et notamment il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la seconde main et c'est vrai que ce qu'on s'était dit c'est que les jeunes ils sont peut-être moins sensibles aux actions d'Emmaüs, en tout cas ils connaissent moins et que du coup c'est aussi la pertinence d'avoir une vitrine en ligne et d'être présent en ligne, c'est aussi pour toucher un public
plus large et sensibiliser aux actions que peut faire Emmaüs sur le terrain. Voilà, en gros, je ne vais pas prendre trop de temps pour répondre. Donc, le site, vous l'avez lancé quand précisément? Le site de Emmaüs, on l'a lancé en 2016, en D'accord. décembre 2016. Et là, on aura bientôt, c'est bientôt notre anniversaire. D'accord. Voilà. Donc, c'est une clientèle mouvante. Vous dites qu'avec le site, la clientèle a évolué. Chez vous aussi, Arthur, donc chez Celency, bien on a l'image, on connaît Celency. C'est pas une maison très vieille, mais n'empêche qu'on connaît. Aujourd'hui, Celency est très installé et on connaît surtout donc Celency pour ses objets vintage que les particuliers peuvent chiner sur le site. Mais donc, vous aussi, vous évoluez déjà et vous avez récemment lancé donc un service professionnel. Je voulais savoir à qui il s'adressait et quel était un petit peu quel était son concept. Alors effectivement, Celency, c'est un site qui a plutôt été créé initialement pour une clientèle de particuliers qui voulaient effectivement chiner sur la plateforme. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on a lancé le service professionnel. Il s'adresse à vraiment tout type de clients. On a une grande majorité de nos clients qui sont des architectes, donc architectes ou architectes d'intérieur, et qui vont chiner des pièces de décoration, de mobilier pour leurs clients. Et on a également des personnes qui nous contactent pour leurs propres projets. Donc là, ça peut être de l'hôtellerie, la restauration, des boutiques. On a pas mal de retail, effectivement. Et ça, c'est assez récent. Pas mal de bureaux également. C'est vraiment la tendance de cette année. Donc ça nous occupe beaucoup. Et c'est vrai que nous, on a vraiment voulu créer un service complet qui permette d'apporter toute la couche de service dont les professionnels peuvent avoir besoin. C'est-à-dire qu'on va accompagner le client pro de la sélection des pièces au sourcing de pièces sur mesure si nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une pièce en particulier, qu'elle n'est pas forcément en ligne sur Celency à l'instant T, moi, je vais pouvoir utiliser et contacter mon réseau de marchands pour aller trouver les pièces nécessaires. Aujourd'hui, on compte plus de 5000 marchands pro sur le site, donc c'est quand même un réseau assez conséquent. On va également gérer toute la partie de négociation de prix, puisque les pros ont l'habitude d'avoir des tarifs préférentiels, donc on essaye de leur proposer la même chose sur Celency. Et puis, on va gérer tout ce qui est logistique. Donc, on va pouvoir grouper les livraisons, organiser le transport, essayer de respecter au mieux les contraintes des clients, que ce soit en termes de délai ou en termes de contraintes d'accès ou quoi que ce soit. Et puis, on va également leur apporter un service après-vente dédié. C'est-à-dire qu'ils vont pas appeler le service client de Celency qui est destiné aux particuliers. Ils vont avoir un référent interne à l'équipe pro qui va suivre leur projet du début à la fin. Et du coup, il y a un suivi qui est extrêmement précis et la personne que les clients ont au bout du fil est au courant de tous les tenants et aboutissants du projet. On a vraiment essayé de prendre en compte toutes les contraintes que peuvent représenter le fait de chiner du mobilier. On sait que c'est pas aussi facile que d'acheter des pièces neuves. Et on a essayé de mettre tous les services derrière pour répondre aux attentes des pros. Est-ce que vous avez quelques exemples précis à nous donner de lieux comme ça que vous avez meublés, que ce soit des bureaux ou des hôtels? Ouais, bien sûr. Alors là, sur les bureaux, on a récemment équipé les bureaux de Back Market, par exemple, qui est également une société spécialisée dans la seconde main de matériel électronique, informatique. On travaille beaucoup avec Cézanne sur du retail, de l'aménagement de points de vente, notamment au bon marché. On a travaillé avec Céline Chung de Bao Family pour le restaurant Gros Bao. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un resto dans le 10e arrondissement qui a ouvert l'été dernier. Sur lequel on a collaboré ensemble avec le cabinet d'architectes Murmure, qui sont des clients assez récurrents chez nous. Et puis l'année dernière, on a également équipé l'hôtel Cabane dans le 14e. Et là, pour le coup, on a vraiment, en fait, c'est nous qui avons fait toute la sélection de mobilier de A à Z. On a également recommandé des prestataires pour d'autres prestations de déco, de retapissage de pièces. On a vraiment essayé de faire du réemploi de tout ce qu'il y avait sur place et de créer un univers autour avec uniquement des pièces de seconde main. Donc là, c'est vraiment la direction artistique de Celency qui a été mise à l'honneur. Et puis, on travaille également avec le groupe Accor sur la chaîne Grit. Je crois que c'est également le cas d'Emmaüs, notamment sur celui de Marseille et de Lyon, où pareil, il y a eu pas mal de pièces chinées chez nous. Merci Arthur. Tristan, vous chez RBC, vous dites que vous ne vendez pas du mobilier de seconde main.
que c'est plutôt une seconde vie à laquelle accèdent vos objets. Donc, ce sont des meubles et des objets qui sont exposés. Ce n'est pas des objets qui ont été utilisés une première fois, en tout cas dans un cadre domestique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche que vous avez eue? Donc, une démarche qui a démarré par une braderie, c'est bien ça? Oui, absolument. En fait, la particularité de cette activité avec RBC, c'est qu'on est distributeur. Donc, en fait, au départ, c'est arrivé, comme souvent les bonnes idées, ça peut arriver de contraintes. Et en fait, c'était le cas avec nous. Donc, RBC existe depuis 35 ans. On a 6 showrooms. Donc, c'est des milliers de mètres carrés d'expo et des centaines de marques. Donc, en fait, on avait cette contrainte et cette interrogation de se dire, mais que fait-on du mobilier qui est en exposition? Ce mobilier, il y a une vingtaine d'années, il pouvait rester assez longtemps sur les scénographies. Différents phénomènes ont fait que ça s'est accéléré. Déjà, il y a eu de plus en plus d'éditeurs et le rapport à la sortie des produits est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a une fréquence de rotation, de sortie des produits qui s'accélère. Donc, en fait, où on subissait ça et en fait, il y avait tout un parc de mobilier dont on ne se servait pas, où Oui, on pouvait se dire aussi que les choses restaient sur place. oui, j'allais vous demander que faisiez-vous justement de ces meubles d'exposition précédemment? Eh bien, on était très embêtés. On était très embêtés. On avait eu l'idée, effectivement, de faire une braderie. Cette braderie, elle existe depuis une dizaine d'années. Après, la braderie, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'elle elle durait 3 jours. Elle était à un lieu précis et voilà, c'était une offre pour 100, 200, 300 personnes. Et finalement, c'était un épiphénomène par rapport à tout ce qu'on devait résoudre, quoi. Donc l'idée a germé en fait suite donc à cette contrainte de professionnaliser cet excédent de meubles. Et c'est là effectivement qu'est partie l'idée de l'améliorer, de créer une direction artistique, de créer un site internet, bref, de le professionnaliser et d'en faire une nouvelle offre en fait finalement, qui était une offre qui était complètement inexistante. Et nous, en fait, on ne va pas chercher du mobilier qui vient de particuliers, mais on va recréer une nouvelle vie à partir d'une nouvelle direction artistique sur des produits qui peuvent avoir 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans parfois, qui sont là chez RBC depuis longtemps et qui sont éminemment intéressants sur le plan esthétique, bien sûr. Voilà, on voit en faisant défiler les images, on voit une page du site, donc du site RBC Outlet. Et donc ce mobilier, donc vous le vendez et donc sur un lieu physique et en ligne. C'est ça, vous êtes sur les deux canaux. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, ça a été petit à petit, on s'est dit il faut créer un nouveau métier, un vrai nouveau métier pour RBC. Donc, on a créé un studio photo. On a fait une espèce de sélection à l'intérieur de la sélection d'RBC. Donc, c'était intéressant déjà de se dire quels sont les meubles qui vont être élus pour cette nouvelle vie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on porte un regard nouveau aussi sur ce mobilier. Et après, ça nous permet à nous de les redécouvrir parce que c'était des choses dans des entrepôts RBC. Voilà, quand on a 35 ans, ben, on a un stock important qui ne cesse de grandir, hein. Et donc, au lieu de les mettre au rebut, de les oublier, etc., c'était une nouvelle manière de les regarder, de les redécouvrir, de les réapprécier. De les scénographier aussi via un studio et effectivement de les mettre, un, en ligne et deux, sur un lieu physique qui est pour le moment dans le sud et qui va aussi très certainement avoir
avoir la possibilité à Lyon aussi on va certainement ouvrir cette possibilité aussi de pouvoir aller sur un lieu physique qui est notre stock aussi. Donc lieu physique et donc site marchand. Maintenant, je voulais discuter de tout ça avec vous, May, puisque vous êtes un des leaders de la vente de ce mobilier d'occasion en France. Est-ce que le mobilier, ça représente une part importante parce qu'on connaît tous Le Bon Coin pour des raisons différentes. Voilà, ça peut être de l'immobilier, des voitures, des objets. Donc, est-ce qu'on peut avoir une vision objective de ce qui est de la part que représente le mobilier donc pour votre site? Je vais commencer par vous donner un petit peu de contexte. Du coup, comme vous le savez, oui, effectivement, Le Bon Coin, c'est le premier site de vente entre particuliers en France. C'est un Français sur deux qui utilise Le Bon Coin aujourd'hui. Donc, on fait partie des géants, on est leader sur l'automobile, sur l'immobilier, mais surtout, on est vraiment, à vos souhaits, complètement généraliste. Donc, aujourd'hui, on totalise 49 millions d'annonces en ligne actuellement sur notre site. Et en moyenne, c'est 30 millions de visiteurs uniques par mois pour vous donner un petit peu une idée. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, sur la catégorie maison, on sait que c'est la première par laquelle les utilisateurs découvrent ou accèdent au Bon Coin, puis après se décident à aller chercher un appartement, vendre leur voiture, etc. Donc, sur la partie maison, vraiment en large, c'est 20% de notre catalogue, donc 13 millions d'annonces. Et si on va plutôt sur l'ameublement, c'est donc 8%, je ne me trompe pas, et 3,6 millions d'annonces. Donc voilà, aujourd'hui, le seul point, c'est que la plupart de ces échanges-là se font en face à face, donc en remise en main propre. Du coup, pour nous, c'est très compliqué de comptabiliser les échanges. Voilà. Oui. Et donc, vous parlez de cet échange qui se fait entre particuliers. Du coup, on voit que la question de la qualité est très importante avec aujourd'hui la place qu'a pris la seconde main dans l'univers du mobilier. On voit que ça se professionnalise vraiment. Donc, vous, comment vous travaillez sur ces questions-là? Est-ce que vous avez mis en place des outils pour vérifier, par exemple, la qualité des meubles mis en vente? Vous assurer qu'ils ne sont pas des contrefaçons? C'est votre spécialité dans Mon Coin. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler des outils, par exemple, pour me parler du handshake, ce genre de… Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre politique vis-à-vis de ces questions-là? Alors, côté lutte anti-contrefaçon, pareil, je vais vous redonner un petit peu de contexte. Donc, moi, à l'origine, je viens de la plateforme Vide Dressing, donc pour laquelle j'étais du coup directrice juridique et lutte anti-contrefaçon pendant pas mal d'années. On a été donc racheté et ensuite ce rachat était donc le principal objectif, c'était le virage transactionnel. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Bon Coin, c'était juste un site de petites annonces, mais on ne pouvait pas payer sur la plateforme, ce qui est le cas depuis 2019. Donc ça a été la première étape. Et la deuxième, c'était bien sûr forcément donc le rachat des assets de Vide Dressing, mais aussi de ses salariés et du savoir-faire. Notre savoir-faire, c'était évidemment la lutte anti-contrefaçon, qui est d'ailleurs extrêmement importante sur la partie mode, maroquinerie, luxe. Et du coup, donc début 2020, on a commencé les travaux donc avec mon équipe pour attaquer Le Bon Coin. Donc sacré challenge parce que quand on passe d'une plateforme de la taille de Vide Dressing et pour voir en fait si nos outils vont être scalables, ça c'est vraiment un gros point. Et en plus, comme on a commencé début 2020, comme tout le monde, on s'est pris la crise sanitaire de plein fouet dès le mois de mars, donc on a été un petit peu ralenti. On a mis en place énormément de choses. Alors, je ne peux pas bien sûr entrer dans les détails par mesure de confidentialité et aussi de sécurité, mais on met beaucoup de choses en place, donc des filtres, des algorithmes, on entraîne des robots. On est actuellement sur un gros boulot d'intelligence artificielle, de détection, de travail sur photo, etc. D'un côté plus réputation et aussi relation qu'on peut avoir avec les marques. Nous, on travaille donc très bien avec l'Union des fabricants et justement, on a mis en place donc ce programme Handshake que vous évoquiez, qui permet en fait de gagner du temps et donc de permettre aux titulaires de droits de procéder directement au signalement pour suppression des annonces qui pourraient être litigieuses sur le site. Donc ça, en référence justement à la LCEN, ça permet d'éviter tout le process de notice and takedown qui peut être très long,
très compliqué, très chronophage, etc. Et là, on gagne en efficacité parce qu'on travaille aujourd'hui tous main dans la main. Donc, c'est vrai qu'au départ, Une marque Pardon. peut prendre en main quand elle voit un objet de son, enfin, un de ses Exactement. objets. En fait, elle a un accès privilégié sur Le Bon Coin et en fait, ces signalements permettent une suppression dans un délai d'1 heure environ. Ok, donc vous invitez tous les fabricants à Exactement. prendre Exactement, mais Oui. ouais, c'est exactement ça, pardon. Et en même temps, on leur demande aussi donc de travailler main dans la main, c'est-à-dire nous de nous fournir un maximum d'informations pour qu'on puisse après entraîner des robots qui ensuite seront en mesure de filtrer les annonces. D'accord. Voilà. Donc, alors au départ, on faisait vraiment que de la mode. Aujourd'hui, on s'est déployé sur l'électronique, on se déploie sur l'automobile. Donc, on est passé des sacs à main aux jantes de voiture, c'est assez aux AirPods, etc. Donc, c'est assez sympa. Juste pour vous donner une petite idée, là, depuis début 2021, on a donc mon équipe a procédé au blocage ou en tout cas à la suppression de plus de 66 millions d'euros d'annonces contrefaisantes. Donc, c'est quand même un gros travail qui a été fait. Et pareil, on a aussi énormément travaillé sur le renforcement des sanctions sur ces utilisateurs qui tentent ou ont déposé des contrefaçons sur Le Bon Coin. Donc, c'est un enjeu vraiment important pour vous. Exactement. Un enjeu important. Après, le travail est long. Il y a beaucoup à faire et il y a 74 catégories et 49 millions d'annonces. Donc, il y a énormément de travail. Arthur, la qualité, enfin, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, on sait que la qualité, elle est indispensable dans l'univers du contract, dans un environnement professionnel. On n'accepte pas les mêmes choses dans l'univers du bureau ou de la restauration que chez soi, où un défaut peut ajouter au charme d'un meuble. Est-ce que c'est pas compliqué du coup pour vous comme engagement lorsqu'on vend de la seconde main de travailler avec des professionnels? Est-ce que vous avez dû modifier des choses dans votre… Alors tout à l'heure vous l'expliquiez, hein, vous avez mis en place toute une série De comment service, dire, de services, voilà, pour ces gens-là. bien sûr. Ça, vous avez Alors, eu cette idée tout de suite parce que vous saviez que vous étiez obligé d'en passer par là pour toucher cette clientèle qui est vraiment différente de la clientèle particulière. particulier, ouais. Non, non, c'est évident qu'effectivement la qualité elle est indispensable pour ce type de contrat. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et puis après, si effectivement il y a un problème, on sait qu'on peut se griller auprès de très gros acteurs. Donc c'est vraiment pas l'objectif. Pour autant, c'est pas forcément très complexe à gérer pour nous, étant donné que ça fait vraiment partie de nos engagements et également pour les particuliers. En fait, on a une grosse équipe sourcing qui est divisée en deux. On a une équipe de commerciaux qui entretiennent la relation avec tous les marchands professionnels. C'est quand même la grande majorité des pièces vendues sur Celency. Donc on sait qui ils sont. Et on entretient vraiment la relation avec eux au quotidien. Donc, on est capable de déceler si effectivement il y a des marchands qui ont un comportement un peu suspect. Et puis après, on a une équipe de sélection qui modère toutes les annonces qui sont déposées sur le site. Donc, encore une fois, on vérifie que les annonces soient bien conformes, que la photo corresponde à ce qui est écrit dans la description. Maintenant, si par hasard, effectivement, nous on s'engage à ce que la pièce reçue corresponde également exactement à ce qu'il y a sur la photo. Si par hasard vous recevez une pièce qui n'est pas conforme, nous on s'engage à reprendre la pièce sous 14 jours et à organiser le retour chez le marchand. Et on a un expert qui authentifie toutes les pièces qui sont des pièces signées. Donc on a des critères en fait. Et si c'est une pièce signée, effectivement, il y a un expert qui est passé dessus et qui a confirmé que ce n'était pas une pièce contrefaite ou une copie. Dans tous les cas, voilà, il peut y avoir des pièces qui sont légèrement patinées et qui ont des marques du temps, parce que c'est le principe même de la seconde main et du vintage. Mais le mot d'ordre, c'est vraiment la transparence et tout défaut doit être stipulé sur l'annonce. Si c'est pas le cas, c'est un retour. Et cette question de la patine chez les professionnels, est-ce que c'est quelque chose qu'ils demandent, qu'ils réclament même aujourd'hui? Est-ce que ça ajoute de l'humain peut-être dans un bureau? Ou est-ce que le regard aussi Ça dépend vraiment des clients. On a des clients qui vont avoir des exigences assez poussées et qui vont avoir envie d'avoir des pièces qui sont vraiment dans un état parfait. Donc, quand c'est comme ça, on va faire notre sourcing en fonction et on va les prendre uniquement chez certains marchands avec lesquels on est sûr qu'il y aura vraiment aucun défaut sur les pièces. On va vérifier les annonces dans le détail. On va pas hésiter à demander d'autres photos si on a le moindre doute.
Et puis, on a des clients qui, à l'inverse, veulent vraiment créer des espaces qui soient vraiment authentiques et qui sont totalement d'accord pour avoir des marques du temps visibles sur les pièces et qui sont vraiment à la recherche de cette patine. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de la demande des clients. Quelle part le département pro aujourd'hui sur Celency? Alors, on communique pas directement sur les chiffres, mais c'est une part qui a vraiment pris en importance. Pour vous dire, avant qu'on lance le service, on était un petit peu moins de 10%. Et là, ça a vraiment pris une part très, très importante du développement de Celency. D'accord. Mhm. En tout cas, c'est vraiment devenu un objectif majeur de continuer d'investir sur ce pôle. D'accord. Alors, Iris, on parlait de l'humain à l'instant. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui motive les achats de vos clients? Quelles sont les différentes valeurs qui portent, en fait, qui sont portées par vos clients? Parce que la seconde main elle correspond à beaucoup de codes de notre époque, hein, la dimension éthique, la dimension peut-être plus frugale, la dimension, il y a quelque chose de sociétal, il y a une dimension esthétique. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des valeurs de nostalgie aussi. Il y a tout un tas de valeurs en fait qui sont portées par ce mobilier de seconde main. Donc, vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles sont les différentes, voilà, c'est ce qui motive vos différents clients types, on va dire. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire le portrait des clients types. Ce qui est sûr, c'est que comparé à des acteurs, on va dire plus classiques de la seconde main, il y a chez Emmaüs une motivation qui est encore au cœur de l'achat chez les clients, qui est la solidarité. Il y a aujourd'hui plus de 50% des personnes qui achètent sur notre site qui le font aussi parce que ça représente un acte de solidarité. Il faut savoir que du coup, tous les achats qui sont faits chez Emmaüs permettent de faire vivre le mouvement. Et faire vivre le mouvement, c'est quoi? C'est permettre aux compagnons et compagnes qui sont dans les communautés Emmaüs de vivre, d'avoir un hébergement, de la nourriture sur la table tous les jours et puis faire vivre le lieu. Et puis c'est aussi pour tout ce qui est chantier d'insertion et entreprise d'insertion, c'est permettre de créer tous les jours des emplois en insertion et de permettre à des personnes de rebondir. Et c'est pour ça que chez nous, on dit que la seconde vie des objets, c'est surtout un outil pour permettre aux hommes d'avoir une seconde chance. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore très fort chez nous, c'est que la seconde main, c'est effectivement tendance, mais avant d'être tendance, c'est surtout un outil qui permet de faire de la solidarité pour beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, en seconde motivation, aujourd'hui qui ressort et qui n'était pas forcément un argument avant, c'est le côté éthique et écologique. Le fait de faire un geste aussi pour la planète en achetant de la seconde main au lieu du neuf, ça c'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Et on n'est pas encore, c'est pas la motivation principale chez nos clients, mais c'est une motivation qui est de plus en plus importante. Et puis après, il y a le côté, mais du coup, qui doit être beaucoup plus fort chez Celency, je suppose, mais c'est les chineurs qui cherchent des pièces rares et des choses de collection. Et ça, c'est aussi toujours une grande motivation pour les gens qui viennent chez Emmaüs et les gens qui viennent sur notre site. Il y a aussi une part importante de gens qui viennent chercher au fond du catalogue la perle rare qu'ils réussiront à avoir à bas prix, du coup, pour le coup, chez nous. Est-ce que May, Arthur ou Tristan, là-dessus, vous faites des études, vous observez en fait ces habitudes d'achat? Qu'est-ce qui porte est-ce que l'une ou l'autre veut réagir là-dessus? Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les gens à acheter de la seconde main? Alors, nous, sur Celency, effectivement, on mesure. Alors moi, je pourrais vous répondre surtout sur la partie professionnelle. On mesure assez régulièrement, effectivement, les motivations d'achat de nos clients. On regarde souvent, on essaie de leur demander pourquoi ils achètent de la seconde main et après pourquoi ils achètent de la seconde main sur Celency et pas ailleurs. On essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on leur apporte qui les aide et comment est-ce qu'on peut continuer de les aider au mieux et de les accompagner pour leur projet. Je dirais qu'il y a deux axes forts qui ressortent systématiquement. Le premier, ça va vraiment être l'authenticité.
Donc, réussir à créer des espaces qui aient une âme. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie des univers ultra aseptisés qu'on avait il y a quelques dizaines d'années. Et on va de plus en plus vers des espaces un petit peu comme à la maison. Et puis, c'est vrai que chacun de nos clients nous contacte avec la volonté de se démarquer. C'est un mot qui revient beaucoup. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, tous les projets sont différents et ils ont tous envie de créer quelque chose de différenciant par rapport à la concurrence. Et puis de créer également des lieux dans lesquels les clients vont avoir envie de revenir forcément, mais aussi de se prendre en photo et de partager des photos sur les réseaux sociaux et du coup devenir un petit peu ambassadeur. Donc pour ça, il faut vraiment créer des lieux qui ont un véritable effet waouh et qui poussent à cette création de contenu. Donc ça, c'est vraiment l'un des axes forts. Et puis, il y a évidemment, c'est de plus en plus visible, l'effet environnemental. On a de plus en plus de clients qui sont ultra engagés et qui veulent montrer leur engagement en achetant des pièces de seconde main plutôt que des pièces neuves. On sait que c'est une belle manière de réduire les émissions carbone liées à la conception d'un nouvel espace. Puisque évidemment le mobilier c'est quand même une industrie qui est relativement polluante et on sait très bien qu'on peut pallier à ces émissions-là en faisant appel à de la seconde main plutôt qu'à du neuf. Et ça c'est une vraie demande nouvelle de la part de nos clients. Ça a toujours été le cas, mais ça l'est vraiment de plus en plus. Et puis juste pour rebondir un petit peu sur ces deux aspects-là, c'est marrant parce que c'est vraiment deux aspects qu'on retrouve pleinement dans toutes ces demandes qu'on a autour de l'équipement de bureau. Puisque donc évidemment il y a l'aspect environnemental qui pousse les entreprises à meubler leur bureau avec de la seconde main, mais il y a également le côté authentique qui est vraiment fondamental, puisque pendant 2 ans maintenant on s'est mis à faire du télétravail, on a travaillé de chez nous, on a revu un petit peu nos rythmes de présence au bureau, on a flexibilisé un petit peu tous les modes de travail. Et aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui nous contactent en nous disant voilà, on a du mal à faire revenir nos salariés au bureau. Maintenant, on a envie de leur créer des univers qui soient vraiment attractifs, qui donnent envie, qui poussent à l'échange et qui soient des véritables lieux de vie. Et pour ça, voilà, il faut, ils ont ce besoin de créer des lieux qui soient vraiment des lieux de vie où on se sent un petit peu comme chez soi. Et c'est vrai que voilà, nous, la seconde main de manière générale permet de créer ce genre de lieu. May ou Tristan? Ouais, je vais enchaîner. Donc côté Le Bon Coin, ça va être un petit peu de la redite, mais nous, on sait que les utilisateurs venaient au départ pour augmenter leur pouvoir d'achat. Ça, c'était le point principal qui a énormément changé, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt la conscience environnementale en fait qui prône très largement. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé avec la crise sanitaire, évidemment, puisque les gens ont vraiment eu envie de refaire leur intérieur. Nous, on sait qu'à la sortie du premier confinement, les chiffres ont complètement explosé. L'autre côté, je pense, qui a bien fonctionné sur Le Bon Coin, c'est le fait que ce soit assez simple d'utilisation, très généraliste. C'est un peu la brocante XXL sur laquelle il faut vraiment bien chiner pour trouver des pépites. Et typiquement, on a aussi quand même énormément de vendeurs professionnels aujourd'hui qui sont présents. On sait qu'on est à 15% en fait des entreprises françaises qui sont sur Le Bon Coin et à peu près 500 000 vendeurs pro. Donc du coup, il y a un choix qui est quand même très large pour les potentiels acheteurs. D'accord. Tristan, est-ce que vous discutez avec vos clients du RBC Outlet? Oui, on discute et puis on discute aussi dans les showrooms et puis nous aussi on s'interroge et on regarde alors nous c'est un peu particulier puisque on n'a pas du tout la problématique de vérifier l'authenticité des produits puisque RBC c'est 500 marques qui sont des marques assez haut de gamme et qui font l'histoire du design. Voilà, donc on n'a pas cette problématique de vérifier en fait l'authenticité des produits, puisque par essence, par définition, on peut pas faire ça. Enfin, on n'a jamais promu les copies, donc on n'a pas à le vérifier. Du coup, ça c'est déjà intéressant pour nous au niveau du temps, parce que ça prend, je pense, beaucoup de temps. Et c'est une notion de qualité, je pense, pour les clients. Aussi, ce qui est intéressant, c'est en fait c'est le télescopage entre notre image, qui est une image d'un distributeur très haut de gamme, qui existe depuis 35 ans et qui travaille avec les plus grands éditeurs. Et c'est ce télescopage entre cette image et justement
un autre regard sur tout ce mobilier extrêmement haut de gamme qui est aussi un mobilier qui écrit la culture du design mondial, qui vient des États-Unis, qui vient d'Italie, qui vient d'Allemagne, qui vient de Suisse, qui vient des plus grands éditeurs, mais avec une relecture, effectivement, comme ont pu le dire les différents intervenants, sur un stock immédiat, parce que ça, c'est quand même très intéressant en ce moment. C'est aussi le fait d'avoir des centaines de produits, voire des milliers de produits disponibles, des produits qui mécaniquement seront authentiques et prestigieux puisque venant d'un grand distributeur. Et en même temps, effectivement, cette préoccupation de différents axes qui peuvent être effectivement des circuits courts, parce que forcément, étant donné qu'on centralise tous ces produits, on va éviter de recommander sur des projets, puisque finalement, tous ces produits sont centralisés au même endroit, donc ils ne voyagent plus, on ne repasse plus éternellement de commandes, c'est une seule et même provenance qui en plus est souvent très proche des clients puisqu'ils sont en France. Donc voilà, c'est tout ce mélange entre le souhait effectivement de participer de manière éthique à une nouvelle écriture de RBC et en même temps rester dans un univers très haut de gamme qui est le nôtre. Voilà, et puis nous motiver aussi sur aussi bien les architectes que nous, spécialistes, à réécrire aussi une nouvelle forme de direction artistique. Et ce qui est aussi un sujet intéressant, puisque on a toujours été bercé par les images des très grandes marques, avec des catalogues splendides, et tout d'un coup, on doit tout réinventer au niveau de la direction artistique. Et ça, je pense que ça motive aussi beaucoup nos clients. C'est-à-dire parce que pour quelles raisons vous devez créer une nouvelle direction artistique pour cette… Ben, tout simplement parce que quand on est distributeur, qu'on existe depuis longtemps et qu'on a toutes ces marques, on a une expérience du showroom, on a une expérience de la scénographie. On a des scénographes en interne qui ne font que ça, qui sont des experts et qui vont réfléchir à des lieux qui sont tirés au cordeau, qui sont parfaitement à l'image des entités, des marques, de la direction artistique, des designers, etc. Mais on est toujours dans une iconographie de marque, avec tout ce que ça comporte aussi, comme peut-être parfois une forme d'idéalisation des décors. Là, ce qui est très intéressant, et c'est ce que disait Arthur au début, c'est que finalement, on est plus dans la vraie vie. Donc là, on est confronté à rentrer dans l'intérieur des gens et aussi dans un patchwork. En fait, les marques vont cohabiter entre elles, les époques vont cohabiter entre elles. Les matériaux, les tendances, les échelles, les tailles, voilà. Donc tout ça va cohabiter. Donc ça crée un décor qui est nouveau. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, et là en termes de direction artistique et de créativité, ça génère d'autres propositions par rapport aux architectes. Ça va mécaniquement générer d'autres envies aussi. C'est-à-dire que le fait que les choses soient forcément un peu éloignées les unes des autres va créer une autre voie pour les architectes, pour les clients, pour nous professionnels. Et du coup, on va créer une autre voie, peut-être une voie de demain qui serait une voie guidée par l'éthique, mais qui finalement se transforme et qui devient une nouvelle voie de la direction artistique aussi, en mixant les contraintes effectivement de rapport à l'espace, les contraintes éthiques, les contraintes économiques, et finalement, ça crée des nouveaux décors. Et c'est toutes ces contraintes qui nous amènent à être créatifs et à inventer un nouveau modèle en fait économique aussi. Et est-ce que, par exemple, vous pourriez imaginer demain reprendre en fait certains meubles que vous ont acheté vos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, et de les vendre et de les revendre, d'avoir cette activité alors du coup de pure seconde main? Est-ce que vous y avez déjà pensé ou est-ce que c'est pas du tout, c'est pas votre métier? Alors, nous, on y pense. Mais ce qui est très intéressant dans votre question, c'est que finalement, dans l'éco-responsabilité, il y a plusieurs voies. Il y a la voie
effectivement de la seconde main, il y a la voie de l'éco-responsabilité en termes de matériaux, en termes de bilan carbone, de circuits courts, de démontabilité. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet du jour, mais vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a une possibilité aussi qui est très intéressante parce qu'elle est extrêmement pragmatique, c'est la qualité des produits. Il y a des grands acteurs, très très grands acteurs parmi les numéros 1 mondiaux actuellement, qui depuis toujours, mais leur discours prend tout leur sens en ce moment, revendiquent la qualité de leurs produits, c'est-à-dire garantissent leurs produits 10 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 15 ans, pour des fauteuils qui vont être extrêmement sollicités, pour des fauteuils de bureau, pour certains mobiliers qui sont vraiment extrêmement sollicités sur le plan ergonomique toute la journée par des utilisateurs pendant des années et des années. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où sonne effectivement le temps de l'engagement, ces marques disent une chose toute simple, c'est voilà, ce parc que nous avions garanti 15 ans, eh bien 10 ans plus tard, nous, vous le rachetons, c'est-à-dire on vous rachète 800, 1000, 1500, 2000 fauteuils à des clients à qui ils ont déjà vendu ce chantier 10 ans auparavant. Et ils le font, ils le rachètent, et non seulement ils le rachètent, mais ils trouvent acheteurs. Et généralement, il manque même de matériel. Donc en fait, c'est vrai que l'éco-responsabilité, ça paraît tout simple, mais ça commence aussi par la qualité des produits. Et plus on tend vers une hyper qualité, plus aussi on construit pour s'éloigner du quick design et finalement de permettre à des produits d'avoir 2, 3, 5, 10, 15 vies. Et ça, c'est un marché qui existe, ce n'est pas une utopie, ça existe réellement. Donc oui, bien sûr, RBC, on pourrait être intéressé. Alors, attention, pas avec toutes les marques, parce que ça, tous les intervenants ici le savent. Ça ne marche pas avec toutes les marques. C'est pour ça aussi qu'il y a cette chasse aux copies. Entre autres, c'est qu'il faut pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui permettent cette chose-là. Mais oui, la qualité, c'est un des grands engagements de demain. C'est si on fabrique sur des choses de grande qualité avec des engagements à long terme de garantie qui peuvent aller à 5, 7, 10 ans, on assure aussi une déconsommation. D'accord. Mais je voulais savoir donc comment en fait donc tout à l'heure vous avez donné des chiffres hein, sur aujourd'hui la puissance du Bon Coin, mais est-ce qu'il vous arrive d'avoir un rôle plus j'allais dire d'acupuncture sur le mobilier, sur un travail vraiment de prescription, de pédagogie. Voilà, il y a la masse et avec cette clientèle aujourd'hui qui a une culture de plus en plus élevée du design, est-ce que vous travaillez aussi sur ces questions-là, ces travaux de curation, de prescription, de pédagogie? Alors oui, effectivement, on le fait. Après, bien sûr, c'est difficile quand on est une plateforme généraliste, puisque finalement, on touche absolument tous les sujets. Mais en revanche, on a fait un gros travail de communication sur les réseaux sociaux, donc notamment avec Sophie Fontanelle. On peut le voir, on va voir défiler les images. Donc avec Sophie Fontanelle, qui est voilà, qui était notamment à la critique de mode et qui nous fait donc une sorte de code du vintage tous les mois, avec qui on travaille très bien. Également avec Daron 93, donc qui est un atelier de rénovation. Parce qu'alors, pour rebondir sur ce que Tristan disait, hein, au-delà de la qualité, je pense qu'il y a aussi tout un travail à effectuer sur la rénovation, sur l'entretien des pièces. Hein, si on les entretient bien, elles tiennent plus longtemps. Et si on les rénove, elles peuvent avoir également une seconde vie, une troisième vie. Donc point très important. Et donc là, c'est plutôt donc avec humour que Daron 93 nous raconte donc les histoires des pièces de design iconiques. On travaille également avec l'agence Good Mood. C'était tous les visuels que vous aviez pu voir avant.
Donc pareil, hein, qui nous fournissent pas mal de contenu sur le design. Et puis, on a aussi notre petite armée d'influenceuses. Alors là, il n'y avait pas de visuel, mais notamment que vous devez connaître, donc Léna Situation, Noolita ou l'Armoire de Soso, qui travaillent avec nous à l'année et qui partagent donc leurs idées déco, les pépites qu'elles trouvent sur le Bon Coin, etc. Voilà. D'accord, d'accord. Oui, parce que la clientèle évolue, c'est-à-dire que tout à l'heure, Iris parlait de pépites qu'on pouvait dénicher comme ça, des trésors que l'on pouvait trouver. Donc là, en fait, mais en quelque sorte, vous pouvez guider c'est une façon de guider les clients Exactement. Mhm, mhm. D'accord, d'accord. Tristan, je voulais savoir, vous touchez de nouveaux clients avec RBC Outlet. Est-ce que ça vous permet de parler à une nouvelle clientèle? Alors, non seulement on touche des nouveaux clients, mais en fait, c'est l'intégralité de notre métier qui se transforme à travers ça. Mais ça, c'est très positif, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une mutation permanente. Mais c'est voilà, après le Covid, après toutes les annonces qu'on entend régulièrement par rapport effectivement aux modifications climatiques, etc., on se doit, nous, professionnels, de réagir par rapport à ça et de s'impliquer. Donc, bien sûr qu'on touche une clientèle différente. D'abord parce que, comme je vous disais, on télescope un petit peu les images. Ce distributeur haut de gamme et qui existe depuis longtemps, qui a tous ces showrooms, qui tout d'un coup va penser différemment et va mettre au service des archis, des clients, toute sa gamme, mais pour des prix beaucoup moins chers, avec la garantie de produits qui sont identifiés, de marques, etc. Déjà, ça, c'est une démarche qui est intéressante. Après, ça nous interroge aussi et par rapport à nos nouveaux clients aussi, c'est nous, en tant que pédagogues, par rapport à notre expertise, c'est d'identifier aussi ce que sont les icônes. Parce que finalement, on parle d'icônes, mais les icônes, elles évoluent, hein. Elles changent. On n'a pas que des icônes de 1929 ou de 1950. On a aussi les icônes de 90, maintenant, on a les icônes de 2000, 2010, on aura les icônes de 2020. Donc, étant donné qu'on casse les codes pour faire entrer tout ce mobilier rapidement dans une deuxième vie, alors à nous de redéfinir aussi les nouvelles stars de demain parce que innovantes, parce que décalées, parce que pleines d'humour, parce que baroque, parce que minimaliste, j'en sais rien. Mais en fait, elles innovent. Donc, les icônes d'hier existent, mais il y en a de nouvelles sans cesse. Donc ça, c'est très intéressant aussi de pouvoir nous décider avec les équipes, d'observer avec les archis aussi nos clients, de voir toutes ces nouvelles icônes apparaître. Donc oui, il y a aussi un public plus jeune, ça c'est évident, parce que quand vous prenez des produits dont on a envie et qui sont avec des remises qui sont forcément très importantes, ça permet aussi à un public plus jeune de pouvoir y accéder. Ça permet aussi à un public plus engagé de rentrer chez RBC parce que tout d'un coup, on porte ce regard-là, on porte cette sensibilité-là, cette envie de faire bouger les choses-là. Donc, on se rapproche aussi des gens, on se rapproche aussi de ce dont ils ont envie, du côté impérieux de ce qu'on doit faire. Aussi, notre rapport, effectivement, à la proximité. Aujourd'hui, on ne va pas commander un meuble loin, mais on va aller le chercher à 10 km ou 50 km où on va se le faire livrer. Donc, bref, on est sur quelque chose de beaucoup plus serré en termes de circuit. Donc ça, forcément, nos clients y sont aussi très sensibles. Donc en fait, voilà, on ouvre beaucoup plus le champ des possibles. Voilà. Et après, on observe aussi la réaction des fournisseurs. C'est intéressant de voir comment eux aussi
peuvent réagir. Peut-être que demain, certains fournisseurs seront aussi des clients. C'est pas impossible. En tout cas, ils réagissent plutôt tous très bien parce que je pense que ça communique, encore une fois, un gage de qualité. Je pense qu'ils sont tous assez fiers. Voilà, autant quand on prend des produits neufs et qu'on les brade, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une autre démarche. Autant quand on communique sur le fait qu'on a des fournisseurs qui sont tellement puissants, qualitatifs, institutionnels, et que ce sont ceux-là que l'on veut permettre au plus grand nombre d'avoir accès, là, je pense qu'ils sont assez fiers et ils nous accompagnent. En tout cas, ils en sont plutôt satisfaits, et nous aussi d'ailleurs. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Tristan. Merci à tous. Merci Iris, merci Arthur, merci May. Alors, on va passer aux questions. Élise, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, donc plusieurs questions. Il y avait une question qui était plutôt globale, donc je pense que plusieurs des intervenants pourront y répondre, sur les catégories de produits qui fonctionnent le mieux. Est-ce que certaines catégories voilà, ont plus le vent en poupe parmi les différentes catégories, notamment mobilier et décoration sur vos différentes plateformes et sites? Alors, ça suit énormément les tendances. En tout cas, chez nous, on a vu quand même une grosse explosion sur les luminaires qui avait bien cartonné et aussi toujours la partie canapé, fauteuil, chaise, etc. Voilà. Oui, nous, c'est assez aligné avec ça. Effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assises. Donc, tout ce qui est chaise, canapé, fauteuil, ça marche très, très bien. Luminaire, c'est une catégorie qui a toujours marché chez nous aussi, mais c'est vrai que les assises, ça reste quand même une grande partie de ce qu'on propose. Iris, vous opiniez? Oui, bah, chez nous aussi, il y a beaucoup, beaucoup les assises, effectivement. C'est pour ça que je faisais oui, oui avec ma tête. Et après, il y a aussi, pardon, tout ce qui est commode, petit buffet, ce genre de choses qui a pas mal de succès dans les deux choses dans les meubles, en tout cas. Seulement pour les meubles. Alors, il y avait une autre question pour Emmaüs, justement. Sur le sujet alors, la question est quel regard porte Emmaüs sur la tendance de l'offre sur la tendance de l'offre croissante de seconde main et notamment Zalendo qui propose maintenant cette offre. Est-ce qu'on est sur quelque chose de sincère ou du greenwashing? Alors là, ça fait sans doute référence au poste de Maud Sarda sur le sujet. Et puis il y a une tribune aussi qui a été écrite et je pense qu'on va encore en reparler. En fait, à partir du moment où on récompense la seconde main par des bons d'achat pour du neuf, il y a un problème dans la logique. Et puis du coup, ça repose aussi la question du sens en fait. Pourquoi la seconde main? Chez nous, c'est principalement pour la solidarité et plus globalement, c'est pour le développement durable. Et du coup, ça s'inscrit dans une démarche écologique et une démarche qui est tournée vers l'humain. Et en aucun cas, l'objectif, c'est d'encourager les gens à consommer plus. Quand des acteurs des acteurs de secteur classique se lancent comme ça sur un sujet avec les arguments qui sont les leurs. C'est bien hein, que plus de monde fasse de la seconde main. C'est pas une critique, c'est important. Le marché de la seconde main, il y a encore beaucoup de place pour plein d'acteurs. C'est juste que il faut réfléchir aux motivations en fait qui animent chacun des acteurs qui va se lancer. Et du coup, si c'est pour nourrir des actionnaires qui ont toujours plus soif d'argent et pour encourager toujours plus de consommation, ben, je pense qu'on perd le sens. Et donc oui, c'est du greenwashing. Et après, c'est pas un acteur en particulier. Là, il y a eu l'exemple de Zalando, mais finalement, il y a énormément d'acteurs qui surfent sur cette vague de la seconde main qui est tendance.
voilà, avant d'être tendance, la seconde main, c'est surtout des valeurs et il faut pas l'oublier. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais sinon, il faut lire la tribune de Mozarda et, et puis faut la suivre sur LinkedIn. Elle a des positions très intéressantes sur le sujet que je partage. Merci. Il y a une question pour RBC et Celency par rapport aux professionnels avec lesquels vous travaillez. Est-ce que le mobilier de seconde main est plutôt utilisé pour du résidentiel ou pour les marchés plutôt CHR contract? Les deux. Les Les deux. deux. Les deux, ouais. Beaucoup de particuliers. Beaucoup de particuliers parce que voilà, spontanément, effectivement, il y a un côté plus facile à meubler sur des petites pièces. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une assise, on a besoin d'une lampe, voilà. Donc au départ, c'est les particuliers. Après, étant donné qu'on a une grande offre de par le fait qu'on ait plein de marques et plein de typologies, forcément, les professionnels peuvent également en fait en profiter de l'offre, hein, puisque ça va effectivement du tertiaire, bureau, fauteuil de bureau, le luminaire, etc. Donc les deux, ouais, définitivement les deux. Mhm. Oui, nous c'est pareil, c'est les deux. Après, initialement, c'était vraiment une clientèle de particuliers et maintenant qu'on a tous les services qui permettent de répondre aux besoins des pros, forcément la clientèle de pros est en pleine ébullition et ça représente une part de plus en plus importante chez nous. Donc aujourd'hui, on se rapproche quand même pas d'un 50-50, mais en tout cas, on a largement augmenté la part des professionnels. Ok. Il y avait une question toujours pour toi, Arthur. Ouais. Par rapport à Celency, est-ce que vous envisagez d'ouvrir une boutique? On nous demande si vous comptez ouvrir une boutique. Voilà. Alors, ouvrir une boutique, ça n'aurait pas forcément énormément de sens dans le sens où nous, on est une marketplace, on a énormément de pièces, on a à peu près 300 000 produits référencés sur la plateforme, donc ce serait compliqué d'avoir une boutique physique qui mette en avant uniquement une toute petite partie finalement du catalogue. Pour autant, on a depuis quelques années maintenant un corner full-time au BHV à Paris, dans lequel on fait évoluer la scénographie assez régulièrement pour montrer un petit peu toute la largeur de ce que Celency peut proposer. Donc on est à l'étage déco immobilier du BHV. Et puis on est en train de mettre en place différents partenariats, notamment avec les Galeries Lafayette à l'échelle de la France, pour avoir une présence en région, plutôt sur un format pop-up, donc sur quelques semaines. Là, en ce moment, on est à Lyon et à Bordeaux et on va lancer bientôt Marseille également. L'idée, c'est voilà, de montrer un petit peu ce que Celency peut produire en termes de scénographie et de démocratiser un petit peu l'accès à la seconde main en montrant un petit peu voilà, ce qu'on peut faire avec des pièces de seconde main et d'aller ouvrir une clientèle nouvelle qui nous connaîtrait pas forcément, en tout cas qui est un peu moins initiée que cette clientèle-là. Ça marche. Donc dommage pour la personne qui, qui attendait une boutique. Alors il y avait Mais on a une boutique en ligne et c'est quand même les fondamentaux de Celency. mais peut-être une application, non? Et ça, c'est en cours aussi pour le coup. Ça fait partie des projets de développement. Une question qui a priori s'adresse à tous. Avez-vous vocation à aller plus loin en pensant fin de vie du produit, c'est-à-dire reprise et réparabilité du mobilier? Waouh. Commencer. Nous, côté LBC, on fait déjà pas mal d'ateliers sur le sujet, ateliers rénovation, etc. Donc, je pense qu'on va plutôt sensibiliser, mais on va pas forcément aller vers ce business-là, disons. Voilà. Nous, chez Emmaüs, on fait de la réparation tout le temps, on fait aussi de l'upcycling, on travaille de plus en plus sur ces sujets. Il s'avère que par la force des choses, il y a des gens qui achètent des choses chez nous et puis qui nous les redonnent. On fait ça peut-être naturellement depuis plusieurs années. Mais c'est pas quelque chose, enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel
on travaille activement. Je pense que cette question, elle se porte plutôt pour ceux qui font du neuf, on va devenir des acteurs de la réparation, en tout cas de plus en plus, mais on ne va pas aller rechercher les produits à qui on a déjà donné une 3e, voire 4e vie. En tout cas, Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Iris. C'est un petit peu pareil chez nous sur Celency. C'est plutôt une question qui se poserait aux personnes qui vendent plutôt du neuf. Et après, je dirais que c'est nos marchands finalement qui font ce travail-là de réparation et de remise en état avant de vendre sur Celency. Donc c'est plutôt à cette étape-là qu'on peut intervenir sur le sujet. Par contre, il y a de nouveaux métiers. Là, votre question, Élise, elle est très intéressante parce que quand on voit le marché que ça représente aujourd'hui et l'intention générale d'aller de plus en plus vers ce type de consommation, de déconsommation, je pense qu'effectivement, il y a des nouveaux métiers, ça pourrait être très intéressant pour pas mal de jeunes notamment, de créer des entités comme ça, dont la destination serait de réparer. Effectivement, il y a des choses certainement à créer, peut-être pas forcément dans nos réseaux, mais en annexe. Je pense qu'il y a énormément de petites structures qui peuvent se monter sur ce modèle. Et vous, en tant que distributeur, vous avez ce type de demande de clients de récupération d'un mobilier quand il y a un changement, par exemple, notamment pour les hôtels? Oui, ça nous arrive. Et ça nous arrive. Et dans ces cas-là, eh bien, on en parle avec eux. Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive. Mais c'est pas hyper fréquent quand même. Très bien, merci. Je vérifie si il nous reste des questions, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vous remercie toutes et tous. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté à cet échange ce soir. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous tous. Et donc, c'est enregistré. Vous aurez la possibilité de nouveau visionner cet échange ou le découvrir pour ceux qui n'ont pas pu assister. En tout cas, merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, à bientôt peut-être pour parler justement fin de vie, réparabilité, reprise de mobilier. Ça peut être aussi un sujet à approfondir ensemble ou avec d'autres. Mais ça peut être le prochain épisode en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.